Bon- bonjour à tous et toutes. Je suis content de vous accueillir. Je suis David Guillochot. Je suis en très bonne compagnie avec Vincent. Voilà, on va commencer dans quelques minutes. Voilà, n'hésitez pas à utiliser, bien entendu, le chat pour dire d'où, par où vous vous connectez, et plus tard les questions que vous vous posez ou les retours d'expérience que vous voulez partager sur ce sujet qui nous a semblé, on va dire, encore plus critique ou plus clé que d'habitude ces prémices de préparation de 2022 là, qui arrivent très très vite. Eh bien, la fidélisation des talents, des collaborateurs. Donc voilà, à suivre donc très très vite avec Vincent. Là, il y a du monde qui se connecte. On va continuer un petit peu à attendre. Il est 11h30. Donc c'est l'heure. Je te propose, c'est peut-être, Vincent, de te présenter, hein, tout Oui, simplement, et puis de présenter, bien entendu, Top Employer Institute pour les rares qui ne connaîtraient pas ton entreprise. bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce matin et pour intervenir dans ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Top Employers Institute, donc en ce qui me concerne, je suis directeur pour la France du Top Employers Institute. Et le Top Employers Institute, c'est l'autorité internationale indépendante qui aujourd'hui a pour mission d'auditer et de certifier les stratégies et les pratiques RH à travers le monde. Et pour ce faire, en 2021, nous avons certifié près de 1800 entreprises dans 120 pays, dont 94 pour la France, hein, donc sur 2021. Et nous considérons que grâce à nos travaux, nous impactons positivement la vie de plus de 7 millions de collaborateurs dans le monde, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, très prochainement, dès janvier, on publiera la liste des entreprises qui seront certifiées cette fois-ci pour 2022. Donc, on sera en mesure d'actualiser les chiffres que je viens de donner à partir du 20 janvier, voilà, qui est la date de levée de l'embargo de toutes les informations concernant les organisations certifiées sur 2022. Et peut-être tu peux peut-être partager un peu qui tu es rapidement. Voilà. Donc, je suis directeur pour la France, c'est-à-dire qu'en fait, je pilote toutes les opérations, notamment les opérations qui concernent les grandes organisations françaises qui sont dans le dispositif et qui participent à un niveau soit uniquement local, soit également au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes organisations françaises qui font le choix non seulement d'être certifiées dans leur pays d'origine, mais pas seulement, qui font le choix d'être certifiées dans plusieurs pays parce que ça leur permet aussi, au travers de ces audits, d'avoir un excellent outil finalement non seulement de benchmarking par rapport aux entreprises qui sont certifiées, aux autres entreprises qui sont certifiées top employeurs, mais également de benchmarker finalement leurs pratiques en interne au niveau local et international. Ça doit être capable finalement de voir à quel niveau leurs pratiques sont alignées d'un pays à l'autre, ce qui peut être très intéressant et notamment pour identifier un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent être partagées en interne sur des grandes organisations. Voilà, donc moi je pilote cette équipe, ce hub, on va dire, basé en France, sachant que Top Employers, on est basé physiquement dans une dizaine de pays dans le monde, bientôt 12, puisqu'on va ouvrir 2 nouveaux bureaux aux États-Unis et à Singapour prochainement. On était déjà en Asie avec la Chine, mais voilà, on a vraiment un footprint très international, ce qui est normal, puisque comme je le disais, on a des opérations d'audit dans 120 pays dans le monde. Voilà, les aléas du direct, déconnexion Wi-Fi. C'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Je me suis dit, tiens, je vais être tout seul à animer ce Donc webinaire. voilà, merci. Il faudra, ça pourra arriver. Voilà, désolé par avance, mais voilà, je pense ce qui est bien, c'est qu'on le vit tous. On compatit tous quand ça arrive aux autres. Merci d'avoir présenté. Rapidement, je présente Zest Me Up. Donc, je suis David Guillochot, DG de cette
C'est formidable. Entreprise innovante où on est 35 très engagés par une mission, c'est en fait d'utiliser le digital, la technologie, pour vous aider, vous, les humains qui composez ces organisations, à les rendre plus épanouissantes et performantes, simplement, partout. Voilà. Et en particulier les fonctions RH et les managers. Donc voilà, on a des clients très très divers. Alors on en a encore moins pour l'instant que Top Employers. Et puis on n'impacte encore pas suffisamment d'employés à mon goût, mais ça va grandir et j'espère qu'un jour on pourra parler en millions comme pour toi. Voilà, c'était la petite présentation rapide de Z. Je vous propose d'avancer très concrètement. Je vous rappelle qu'effectivement, vous pouvez poser des questions au fil de l'eau. J'essaierai, si je n'ai pas de déconnexion, de les présenter, enfin d'en tenir compte et bien entendu de vous répondre avec Vincent. Alors aujourd'hui, effectivement, la fidélisation est notre sujet et on va avoir une intervention, enfin une discussion avec vous avec deux temps. Un temps pour se rappeler simplement pourquoi c'est important et difficile. Voilà, ça serait trop facile si c'était juste important. Et puis, le cœur de notre présentation, là où on va échanger le plus, c'est bien entendu sur des retours d'expérience, des bonnes pratiques pour quelque part inspirer, en tout cas vous aider sur 2022 à travers nos différents clients dont on a vu qui étaient particulièrement engagés sur ces sujets, bien entendu, d'améliorer en continu la gestion des talents. Voilà. Donc voilà, ça c'est le plan. Je propose qu'on avance tout simplement et qu'on puisse parler avec toi, Vincent. Pourquoi c'est critique en 2022 la fidélisation? Alors, c'est critique déjà pour une raison assez simple, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui, hormis si on exclut certains secteurs bien particuliers ou certaines tailles d'entreprises, parce qu'on voit que la reprise dont on va parler, elle est moins forte, notamment sur des très petites structures industrielles notamment. Mais en tout cas, clairement, pour faire face à la reprise dont tout le monde parle aujourd'hui, le fait de fidéliser les talents va être vraiment quelque chose de primordial. Et c'est vrai que quand on parle de fidélisation, il y a quand même un point à rappeler quand même, c'est que aujourd'hui, finalement, tout le monde n'a en bouche que les problématiques liées au recrutement. Mais finalement, la vraie question, c'est à quoi cela sert-il de recruter si finalement on ne fidélise pas ses collaborateurs? Pour vous donner une image, clairement, on pense au tonneau des Danaïdes qu'on continuerait de remplir sans fin alors que le tonneau se vide par son fond, parce qu'en effet, on ne fidélise pas. Mais c'est très bien de le remplir et d'avoir des besoins en recrutement s'il s'agit de faire de la croissance, mais en même temps, s'il s'agit de perdre trop de collaborateurs, on est dans un vrai problème. Après, l'autre point que je voulais mettre en avant quand même, c'est que avant de fidéliser, c'est aussi d'abord s'assurer de l'engagement de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce que il y a plein d'enquêtes qui démontrent à quel point un certain nombre de collaborateurs en France sont désengagés, soit passivement, soit activement désengagés dans leur travail. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment utile de fidéliser des collaborateurs qui sont déjà activement désengagés? Et puis, le troisième point, on parle souvent, et d'ailleurs la preuve, c'est que j'ai fait un lapsus en employant ce terme-là en introduction, on parle souvent de fidéliser les talents, mais en réalité, on n'a pas que les talents à fidéliser. C'est-à-dire que on parle souvent de fidélisation des talents, mais donc quand on dit talent, c'est souvent les hauts potentiels, etc. Mais on a d'autres collaborateurs à engager. C'est-à-dire que il y a des collaborateurs qui sont indispensables au fonctionnement de l'organisation, qui ne sont pas forcément des hauts potentiels pour autant, et qui ne le seront peut-être jamais, et ce n'est pas forcément grave pour une organisation. D'ailleurs, je pense que ce serait compliqué pour l'entreprise de gérer que des hauts potentiels. Je pense qu'elle aurait des problématiques assez sympathiques, à mon avis, à gérer si c'était le cas. Et du coup, il faut quand même s'occuper de ces personnes-là et de les fidéliser parce qu'elles font bien leur job et qu'elles sont essentielles au fonctionnement de l'organisation. Et puis, l'autre point quand même, effectivement, quand on parle de fidélisation, on a le phénomène de la grande démission dont on parle beaucoup. On sait qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui, aux États-Unis, ont démissionné d'un bloc au mois d'août cette année. Alors, c'est moins marqué en France pour l'instant. Est-ce que ça va arriver à ce point-là ou pas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça démontre qu'il y a une vraie nécessité d'écouter les attentes des collaborateurs et de donner du sens à ce qu'ils font pour essayer d'éviter, en tout cas, cette grande démission. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la fidélisation, c'est devenu véritablement clé et ça va être un enjeu hyper clé encore en 2022. Merci Vincent. Et c'est effectivement
ce besoin de remettre sans arrêt, hein, je pense que les équipes RH dans les entreprises, le management, voilà, ils ont ce constat depuis toujours presque, hein, de la fidélisation. Il a pris une ampleur par rapport à la conjoncture très importante. Et c'est vrai que dans cette conjoncture que tu as évoquée, il y a eu notamment la crise Covid qui a éclairé finalement l'équation qui est très complexe de la fidélisation. C'est-à-dire que concrètement, c'est qu'est-ce qui amène un collaborateur et pas uniquement les cadres supérieurs ou les hauts potentiels. Hein, c'est l'ensemble des collaborateurs. Je milite depuis très longtemps beaucoup pour la démocratisation de la gestion des talents à tous les collaborateurs et on est sur ce sujet. Et donc, voilà, c'est reconnaître pourquoi c'est compliqué, parce que déjà, c'est une équation complexe, avec un nombre de facteurs très, très importants qui sont à prendre en compte. Et c'est une équation qui va fonctionner avec des pondérations, on va dire ça comme ça, qui vont être variables selon les personnes. Et il y a même des choix dans l'équation où il va y avoir même des pondérations à 0 pour certains et à 100 pour la même variable. Donc, c'est quelque chose de très compliqué à pouvoir décrypter et donc du coup assez personnalisé en plus. C'est une équation qui est difficile aussi parce qu'elle mêle le passé, le présent, le futur. On ne se décide pas uniquement, si on veut partir d'une entreprise, que sur ce qu'on vit maintenant ou sur ce qu'on vit ou ce qu'on projette dans le futur. C'est un ensemble. Le passé, c'est la confiance qu'on a dans la boîte, c'est les relations qu'on a avec les intimes presque, avec les collaborateurs, les managers, c'est ce travail de sédimentation quelque part qui s'est fait dans le temps et ça peut être très très important pour faire en fait de tenir, on va dire, dans la durée quelque part, y compris quand on est en situation un peu de crise aussi. Le présent, c'est l'expérience que je vis. Ça peut être l'énervement que je peux avoir, ça peut être une proposition financière par quelqu'un qui veut me recruter, qui est supérieure, qui montre que je ne suis pas assez payé dans mon entreprise. Donc ça va être le présent. Et puis, il y a le futur, ma carrière, mon employabilité, la mission de l'entreprise, quelque part. Est-ce que je suis embarqué par l'aventure entrepreneuriale, quelque part? Même si je suis un petit contributeur, il faut que, quelque part, j'ai du sens par rapport à ça. Et comme vous le voyez, c'est bon de rappeler que cette équation, elle dit perception égale réalité. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'impression, par des benchmarking de salaire, que vous êtes dans le bon quartile. Et bien, si c'est perçu comme pas étant le cas, eh bien, ça va devenir une réalité pour les collaborateurs et ça peut faire boule de neige, un peu bouche à oreille éventuellement. On est dans un monde hyper compétitif, vous le savez, et tu l'as rappelé avec cette situation de reprise où il y a un certain nombre de fonctions, de postes qui sont particulièrement, on va dire, sollicités, où en gros, il y a plus d'offres que de candidats. Et donc là, ça va être encore plus exacerbé, bien entendu. Et si on s'arrête sur des populations, on va dire, un peu cadre, formation supérieure, vous avez un concurrent qui prend beaucoup, beaucoup d'importance, mais beaucoup plus que les fois précédentes. Ce sont les startups, ou plutôt les scale-up, qui recrutent des centaines de personnes par an, et sur des populations commerciales, bien sûr techniques de développement. Donc sur certains postes, c'est une vraie compétition et leur proposition, on va dire, d'employeur est particulièrement, on va dire, peut être vraiment attractive sur les différents aspects que j'ai commencé à citer. Donc, et ça, c'était vrai déjà avant. On parlait des empereurs et les barbares, mais là, les barbares, ils sont costauds. Ils ont déjà des habits d'empereur parce qu'ils ont levé parfois des centaines de millions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez certainement, sur certains postes, avoir, j'imagine, en tête. Et puis, bien entendu, il y a le Covid, comme on l'évoquait. Et le Covid, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas encore la grande démission, mais c'est déjà la grande migration. C'est-à-dire qu'on a beaucoup et nous compris, hein, dans notre échantillon de 35 collaborateurs, des collaborateurs qui ont changé de géographie, et même l'entreprise a décidé de s'installer à Biarritz, en partie, donc Paris et Biarritz. Et donc, on a des collaborateurs qui ont déménagé, qui sont partis voilà, dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment la difficulté de l'exercice et on est tous humbles, je pense, par rapport à ça. Et je souris un peu quand je vois des solutions qui prédisent le départ des collaborateurs. Voilà, oui, ça peut peut-être vous donner un indice, ou en tout cas, attention, il faut peut-être te poser la question, mais ça ne peut pas être un prédicteur tout à fait certain, bien entendu, qui couvre l'ensemble des cas. Alors, maintenant, voilà, ce qu'il faut face à ce challenge qu'on ne peut pas, on va dire, éviter, qu'on ne peut pas détourner, on va dire, en termes de ça, vous a concocté
la select de Vincent et David, la sélection sur ces pratiques en travaillant bien entendu à partir des retours que l'on a avec les usages de nos clients. Et donc on a 4 sujets, 4 domaines qui nous semblent clés pour un peu charpenter votre plan de bataille, votre plan d'action, fidélisation de tous les collaborateurs. Hein. C'est valoriser le travail, stimuler la collaboration, en particulier à distance, moderniser le management et écouter les collaborateurs. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec Vincent, avec le premier, valoriser le travail. Oui, alors valoriser le travail, ça passe par donner du sens et reconnaître le savoir-être. Hein. C'est vraiment valoriser le travail, pas seulement pour le travail et le résultat en tant que tel, mais comment on a obtenu le résultat et le tout en lien avec les valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai qu'à ce titre, on voit bien à quel point les entreprises ont véritablement pris le sujet à bras-le-corps, notamment en mettant en place et en développant des programmes de reconnaissance qui permettent vraiment de renforcer l'engagement et l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Et vous voyez un chiffre qui est vraiment important, où on a 81% des entreprises certifiées top employeur. Donc je précise à chaque fois que les chiffres que je vais vous citer, ce ne sont pas des chiffres du marché de façon générale, mais bien des chiffres qui sont liés aux entreprises certifiées top employeur. Et j'ai pris les chiffres France, en l'occurrence, aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, voilà, donc on voit à quel point c'est un sujet qui est important. Et puis, également, un élément qui nous a paru vraiment important, c'est à quel point, finalement, la façon dont les collaborateurs atteignaient leurs objectifs était devenue primordiale et pas seulement l'atteinte des objectifs en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, un collaborateur qui, certes, va atteindre ses objectifs, mais en employant parfois des méthodes ou des comportements qui ne seraient pas en phase véritablement avec les valeurs que souhaite véhiculer l'entreprise, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément progresser en entreprise, voire qui risque d'avoir quelques soucis. Et on le voit bien donc avec aujourd'hui 83% des top employeurs qui justement évaluent aussi les comportements dans la revue de performance et pas simplement les résultats en tant que tels. Alors après, ce qu'on voit également, c'est que il y a toujours une importance forte de la reconnaissance du travail collectif, du travail d'équipe, mais on voit qu'il y a également une résurgence finalement de la reconnaissance individuelle. Et si je devais donner un exemple, pour ceux qui font partie d'une génération comme moi qui ont vécu ça, notamment dans les mondes industriels, on avait à un moment donné l'employé du mois. Dans des usines, vous aviez souvent l'employé du mois, le meilleur, le plus productif, etc. Et on a un peu ce retour en fait de l'employé du mois évidemment 2.0. On le voit notamment avec sur les réseaux sociaux ou la distribution de kudos sur les réseaux sociaux où on va justement valoriser quelqu'un en public par rapport à quelque chose de particulier. Et c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important. Parce que, encore une fois, les collaborateurs ont besoin de se sentir valorisés en tant qu'individus et pas seulement comme étant membres d'une équipe. Et puis, la reconnaissance entre pairs également, qui est quelque chose d'important, avec la mise en place justement de plateformes qui permettent aux entreprises de favoriser finalement là je parle bien de plateformes internes, je ne parle pas de réseaux sociaux type LinkedIn que je citais tout à l'heure sur véritablement la reconnaissance individuelle. Là, on est vraiment sur la reconnaissance vraiment interne, où on voit qu'il y a un développement relativement important de ce type de plateforme où on a pratiquement un top employeur sur 2 qui aujourd'hui utilise ce type d'outils et permettent justement aux collaborateurs de briller individuellement et d'être reconnus en tant que tels. Voilà en tout cas en ce qui concerne ce premier item de valoriser le travail des collaborateurs en tenant compte justement du comment et pas seulement du quoi, mais donc de la façon dont tout ça est atteint comme objectif. Donc David, je te laisse peut-être poursuivre. Ouais, je pense que c'est un peu là ton intervention à chaque fois, ça va être un peu l'étalonnage, on va dire ça comme ça, par rapport à un échantillon non représentatif de l'ensemble des entreprises françaises, mais par contre un échantillon multisecteur très intéressant
d'entreprises qui ont décidé de prendre à bras le corps ces pratiques-là. Donc c'est, je pense, des bons benchmarks, comme on dit. Donc, et on voit qu'il y a des effets de masse, c'est-à-dire qui sont très très intéressants, et comme tu dis, des choses qui arrivent, qui sont pas forcément nouvelles, mais qui peuvent, en termes d'intensité, revenir d'actualité. Et c'est important. Et ce qui est un peu nouveau, ce que tu disais, c'est les compétences comportementales qui sont des sujets de plus en plus reconnus comme étant importants. Il ne faut pas oublier les compétences techniques, mais effectivement, on avait eu tendance dans le passé à oublier ces compétences comportementales. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est vous dire concrètement, nos clients, qu'est-ce qu'ils font comme utilisation du digital pour mettre en scène certains de ces usages que vous avez, pratiques que Vincent, tu viens de dévoiler. Donc, pour valoriser le travail, c'est déjà dire merci, bravo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pas. Il ne faut pas chercher midi à 14h, comme on dit, c'est pouvoir faire ça. Alors, on peut le faire comme je suis en train de le faire là, et puis on peut le faire aussi en plus, et pas forcément que en remplacement, et bien en plus avec une application comme Zest, où on a la possibilité de dire en un clic merci, bravo, un petit commentaire. C'est de l'interpersonnel. Et contrairement, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur nos clients, ils nous disent on ne veut pas trop rentrer sur le côté un peu employé du mois qui est affiché, etc. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait ce lien social, cette dynamique collective, cette culture d'entreprise, quelque part, de la bienveillance et de la reconnaissance qui se diffuse dans l'organisation. Et donc, c'est avant tout de l'interpersonnel qu'on va avoir. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est de voir qui sont un peu ceux qui contribuent le plus à la dynamique, pas ceux qui ont reçu le plus de choses, mais ceux qui donnent le plus. Et ça, c'est vraiment important pour les organisations, pour piloter quelque part cette appropriation et pour faire en sorte que le bénéfice soit important. C'est le sentiment d'appartenance et de satisfaction qu'on a quand on reçoit. L'autre chose dans cette valorisation, c'est de le faire de manière un peu plus, on va dire, institutionnelle, mais un peu plus, on va dire, large éventuellement, un peu plus préparé, un peu plus varié. C'est de faire du feedback, comme on le voit ici, où voilà, j'ai repris un exemple que j'ai anonymisé d'un client. Mais c'est pour voilà, dans le retail, il y a des personnes qui sont super mobilisées pour mettre en place les super décorations qu'on voit à certaines périodes de l'année. Et là, c'est un manager qui dit à tout le monde, à toute l'entreprise, bravo à eux, c'est génial ce que vous avez fait, les boutiques vous remercient. Et il peut y avoir des commentaires et des remerciements qui viennent se greffer évidemment sur ça. C'est cette dynamique sociale importante de valorisation. Je ne vous parle pas de rémunération, je ne vous parle pas de promotion, voilà, mais ce sont des pratiques qui sont à votre disposition sur lesquelles le digital peut le faire, surtout quand on est une entreprise multisite en particulier. Voilà. Je te propose, Vincent, de rentrer dans l'autre sujet, le deuxième, qui est la stimulation de la collaboration à distance, qui existait déjà, puisque le télétravail n'est pas nouveau, on en parlait dans le siècle précédent, comme on dit, mais par contre, là, on s'est pris une grosse claque en termes d'organisation, ou en tout cas, on a eu un effet cliquet qui nous a tous imposé, en tout cas, de le généraliser, voire de lui trouver une place importante. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les pratiques côté temps employeur? Oui, alors c'est vrai que encore une fois, c'est pas nouveau, et puis et puis il faut bien sûr, les entreprises ont équipé leurs collaborateurs avec des outils, et ça, c'était pas très compliqué, j'ai presque envie de dire, c'était juste des moyens à mettre à disposition, mais tout le monde a bien pu constater que c'était clairement pas suffisant si on voulait que tout fonctionne bien. Donc, il a fallu aussi beaucoup travailler sur le parcours collaborateur, c'est-à-dire construire des applications, des process qui répondent aux besoins spécifiques du collaborateur en télétravail ou en travail hybride. Si je prends un exemple concret, définir le onboarding d'un collaborateur à distance, tout simplement, comment est-ce qu'il va récupérer son matériel, comment faire connaissance avec ses futurs collègues, des besoins finalement, des attentes finalement aussi spécifiques que celles-ci, basiques j'ai envie de dire, mais tellement cruciales dans l'accueil et donc quelque part dans la première étape vers la fidélisation d'un collaborateur. Donc si on regarde ce sujet-là, il y a déjà deux exemples. C'est le fait de pouvoir utiliser une plateforme de pré-boarding, c'est-à-dire de commencer à créer du lien et finalement à pré-fidéliser son futur collaborateur quelque part en commençant à créer du lien justement avec lui permettre de rencontrer virtuellement ses futurs collègues, ses futurs locaux, parce qu'il y aura quand même une partie du travail qui se fera sur site, etc.
Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé parce que 46%, donc pratiquement un top employeur sur deux qu'il a mis en place, c'est plus 9 points pardon, par rapport à l'année précédente. Donc on voit à quel point la tendance s'est accélérée. Et puis c'est vrai que dans la vie quotidienne, c'est vraiment toutes les problématiques de comment garder le contact, se former, trouver le bon interlocuteur dans l'organisation, répondre à un problème technique, informatique ou autre. Et pour ce faire, eh bien, il a fallu en effet travailler et optimiser le parcours des collaborateurs pour une meilleure adaptation à ces nouveaux modes de travail. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait justement cette année par 72% des top employeurs. Après, c'est vrai que tout ce qui est réseau interne a été véritablement mis en exergue et aujourd'hui, tout le monde utilise ces réseaux internes. La vraie difficulté, c'est comment en tirer pleinement parti pour que ça devienne efficace, c'est-à-dire finalement comment structurer les communautés internes. Et pour ça, ça passe notamment par le fait de définir des champions, de valoriser les communautés. Donc, on le voit typiquement avec définir un champion, un responsable d'une communauté ou d'un réseau interne. Donc là, on est sur un tiers des top employeurs qui le font. Disposer d'un réseau social interne digital, ça, c'est devenu globalement la norme. On peut le voir, on est à 50%. Et puis après, on est aussi sur des sujets de redesign des espaces physiques des bureaux pour certes favoriser la collaboration, puisque c'est le sujet qu'on est en train d'aborder, mais pour être totalement transparent, c'est pas seulement pour favoriser la collaboration, c'est aussi pour inciter et motiver les collaborateurs à revenir au bureau, à revenir physiquement dans les locaux, parce que si finalement ils n'ont aucun intérêt, ils s'aperçoivent que ce qu'ils faisaient à la maison, ils peuvent continuer à le faire à la maison, et qu'en plus ils ne sont pas incités par des nouveaux espaces peut-être plus ludiques, plus sympathiques, où le développement du lien social va être favorisé, eh bien ils ne seront pas forcément incités à revenir physiquement, en tout cas au bureau. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire revenir au travail, puisque on sait bien que généralement, la plupart du temps, quand même, les gens travaillent beaucoup, voire plus en télétravail, mais il s'agit vraiment de revenir au bureau quand il y a nécessité à le faire ou tout simplement parce que l'entreprise, l'organisation le souhaite. Donc voilà globalement comment stimuler la collaboration interne. Et c'est, alors, là aussi, enfin, on voit que le digital a des éléments de financement. C'est clair que l'on a vu beaucoup dans le passé déjà les solutions de onboarding se développer et ajouter des possibilités de pré-onboarding. C'est clair qu'avec le confinement total, par exemple, les recrutements ne se sont pas totalement arrêtés dans pas mal d'entreprises. Et donc, il y a eu on va dire, les salariés Covid. C'est ceux qui arrivaient, qui n'avaient zéro contact pendant plusieurs mois, plusieurs semaines avec le physique, avec l'entreprise. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a certains collaborateurs qui, je pense, ont rejoint une entreprise et ont quitté cette même entreprise en 18 mois et qui n'ont jamais rencontré physiquement ni leurs locaux, ni leurs collègues, ni leurs boss. Ouais. Donc ça, il y a probablement des cas comme ça. Et du coup, moi, je connecte effectivement les deux, c'est-à-dire il y avait ce côté logistique de l'onboarding et avec ton deuxième point sur les communautés, c'est-à-dire que justement la logistique suffit pas. Avant, la logistique, ça suffisait, c'était juste pour faire l'administration finalement d'un process. Mais là, comme les contacts sont réduits, minimisés un peu, eh bien, il faut aussi cet aspect communautaire, cet aspect social de ces processus de onboarding en fait, de prise de contact physique avec des bureaux aménagés, mais aussi distanciel, parce que déjà, il y a des collaborateurs qui sont 100% en télétravail, par exemple, dans certaines organisations. Alors, pour mettre au pot sur des pratiques, je voulais mettre en avant trois pratiques de nos clients. La première, c'est faire un diagnostic du mode hybride. Voilà, vous êtes tous maintenant bien engagés dans cet univers-là. Voilà, il y a soit vous avez décidé de faire zéro télétravail, mais il risque d'y avoir des situations qui vont s'imposer à vous. Soit vous êtes déjà dans une situation d'équilibrage plus ou moins intense avec le télétravail dedans. Il faut faire ce diagnostic. Il faut faire parler les managers et les collaborateurs et vous verrez qu'il y a des résultats qui sont en le faisant, vous verrez qu'il y a des résultats assez intéressants pour vos plans d'action d'accompagnement parce que la perception, les besoins des managers ne sont pas forcément les mêmes, ou en tout cas ils se complètent par rapport aux collaborateurs. Et ça, dans le brouillard, c'est bien d'avoir un diagnostic parce qu'on a vu que fidélisation
égale perception. Et donc, pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre et donc avoir de l'impact sur la fidélisation, eh bien, il faut, un peu comme pour la satisfaction client, écouter ses clients. Deuxième élément, c'est ce côté, alors je vais le connecter à l'aspect communautaire que tu évoquais. Effectivement, par exemple, le télétravail isole. Il y a un risque très très important d'isolement psychologique et quelque part en termes de mécanisme de travail, avec une espèce de super taylorisation, une super individualisation, parce qu'on est chez soi, on fait son truc, etc. Eh bien, il faut favoriser les objectifs collectifs. Il faut favoriser cette pratique de dire, voilà, on va collectivement faire ça. Et donc, il va y avoir des contributeurs différents. Et donc, quelque part, ce groupe, un peu cette communauté sur un objectif, eh bien, va faire vivre. Et donc, le digital peut le permettre, bien entendu, quand on crée un objectif, par exemple, dans son système. Et l'autre pratique que l'on voit, c'est de créer des rituels, des prétextes, on va dire, des rituels où on se parle, voilà, où on échange, peut-être à distance, et pas seulement on attend la machine à café, parce que ça arrive de moins en moins, enfin en tout cas pas tout le temps, et puis avec l'entretien annuel qui est beaucoup trop loin. Et donc là, typiquement, c'est ce bilan, si vous avez des rituels de management ou d'organisation, comme les sprints agiles, eh bien, c'est la possibilité de faire avec son squad leader eh bien, un REX à la fin du sprint. Et donc, c'est un prétexte de conversation. On n'est pas sur seulement le bien-être, on est sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et c'est ce contrat qui se solidifie par cette conversation régulière. Et c'est chose simple. Hein. Là, vous avez 5 questions, par exemple, sur le ressenti par rapport au sprint et sur le REX pour l'améliorer. Parce que le travail bien faire est important. Le bien-être est important, bien entendu, mais le bien faire est important aussi pour la fidélisation des collaborateurs. Troisième sujet, la modernisation du management, Vincent. Oui, alors moderniser le management, ça paraît tellement évident, parce qu'on en parle quand même déjà depuis un bon bout de temps, mais c'est de plus en plus une réalité parce qu'on est rattrapé par ces jeunes générations qui sont en train d'inonder le marché de l'emploi et les entreprises. Et là où, encore une fois, les générations précédentes finissaient par faire avec un management trop top-down ou trop paternaliste, etc., on a toute une jeune génération qui ne veut absolument pas de ce type de management et qui justement a des exigences en termes de modernisation de ce management. Alors, ça passe par quoi? Alors, il pourrait y avoir plein d'autres exemples, mais au moins je vais aborder au moins trois thématiques pour moderniser le management. Le premier élément, c'est faire davantage confiance. C'est comment finalement s'appuyer davantage sur les collaborateurs, pas simplement en leur imposant des choix, encore une fois, décidés par le management, par la direction et avec des choix descendants, mais comment les impliquer davantage. Le premier élément, c'est dans la fixation de leurs objectifs. Donc, premier exemple, aujourd'hui, 92% des top employeurs en France impliquent concrètement et activement les collaborateurs dans la fixation de leurs propres objectifs. Donc, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui est décidé soit par les RH unilatéralement, soit par le management opérationnel également unilatéralement, mais quelque chose qui est fait de façon conjointe. Et puis le deuxième élément, alors ça c'est évidemment nouveau compte tenu du contexte Covid qu'on vit depuis 18 mois, c'est la mise en place d'un vrai flex work. On n'est pas seulement sur du télétravail, mais sur ce qu'on va vraiment appeler un vrai flex work, à savoir que les collaborateurs sont rendus autonomes, responsables de leur organisation du travail, que l'on parle d'horaire de travail, mais aussi de lieu de travail. Et ça, c'est plus de la moitié des top employeurs qui aujourd'hui disent à leurs collaborateurs, on vous laisse décider d'où vous voulez travailler et à quel moment de la journée, de la semaine, après, en fonction des organisations, vous voulez le faire. J'entendais ce matin sur BFM Business, typiquement, qu'une entreprise, pour fidéliser ses collaborateurs, proposait de leur laisser la possibilité 6 semaines par an de travailler d'où ils voulaient. Et ça pouvait être 6 semaines consécutives. Donc on peut imaginer que sur juillet-août, certains pourraient rejoindre certains lieux de villégiature pendant cette durée-là. Et oui, en effet, aujourd'hui, faire davantage confiance aux collaborateurs, c'est une façon de les fidéliser et de démontrer à quel point on devient un peu plus moderne sur la façon de manager les équipes. Le deuxième élément, c'est la transparence. Je pense qu'on a vécu pendant trop longtemps dans une entreprise qui était vraiment langue de bois, ou en tout cas qui ne souhaitait pas communiquer en pensant que les collaborateurs n'étaient pas forcément prêts à entendre certaines nouvelles, certaines informations, et quelque part un management plutôt infantilisant
Et donc cette transparence, en effet, est devenue quelque chose de primordial aujourd'hui, d'être capable de pouvoir transmettre ces informations, bonnes ou mauvaises. L'entreprise a toujours été très faconde sur la façon de donner les bonnes nouvelles. Hein. Dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver, c'est toujours facile de le dire. Dire qu'on a eu 10 départs sur le mois dernier, c'est un peu plus compliqué. Donc la transparence, c'est notamment le fait que aujourd'hui 100% des entreprises qui sont certifiées top employeur ont une communication parfaitement transparente sur la stratégie auprès de leurs collaborateurs et sur l'impact de cette stratégie sur l'emploi notamment. C'est le fait que ces mêmes entreprises, elles forment pour l'essentiel leurs managers à pratiquer cette communication transparente. Et puis, si je prends un exemple très concret, c'est notamment sur la politique salariale. Encore une fois, on est sur un sujet hyper tabou en France, qui est le sujet de l'argent et du salaire, peut-être encore plus que politique. Et le fait d'être transparent sur la méthode de calcul des augmentations de salaire, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé. On est à 85% aujourd'hui des top employeurs, c'est plus 8 points par rapport à l'année dernière. Donc on voit à quel point, encore une fois, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Et puis le troisième élément que je voulais mettre en avant sur la modernisation du management, c'est le fait de mettre en place des outils de mesure. Véritablement, aujourd'hui, on a longtemps reproché aux ressources humaines de travailler sur des indicateurs mous. Et bien aujourd'hui, le fait de mesurer davantage, d'avoir des éléments qui permettent justement de justifier certaines décisions, certaines priorités en termes de projet. On le voit, je vais donner en fait plusieurs exemples. C'est un sur l'efficacité des ressources humaines. Aujourd'hui, mesurer avec des KPI justement un certain nombre d'éléments, de pratiques et de process et de stratégies RH. Donc c'est 77% des top employeurs qui l'ont mis en place. C'est une augmentation de 8 points par rapport à l'année dernière. Et puis si je prends un autre exemple que je trouve assez révélateur aussi, qui est le fait de mesurer l'expérience candidat, c'est-à-dire un candidat qui rentre dans votre dispositif de recrutement, le fait de mesurer comment il a perçu ce process de recrutement, et je ne parle pas que des candidats qui ont été recrutés, parce que ce serait un peu trop facile et ça biaiserait probablement un peu les résultats, mais de faire un élément de mesure sur l'ensemble des candidats qui rentrent dans le dispositif. Et là, c'est pratiquement un top employeur sur deux, et c'est surtout 14 points de plus par rapport à l'année précédente. Et bon, je vous donnerai quelques exemples de la mesure, parce qu'après, l'autre thématique, la dernière thématique me donnera l'occasion de donner encore quelques exemples sur comment mesurer davantage et comment les top employeurs le font. Et alors j'ai répondu pendant que tu faisais ton exposé à Sophie sur l'effet taille par rapport à cette super flexibilité et elle a raison en creux de dire que la taille joue et la localisation joue. Et en gros, si on est une start-up dans la Silicon Valley, c'est un peu plus facile que si on est une entreprise, une grande entreprise de 100 000 personnes en France. Voilà. Pour autant, voilà, il y a des choses qui évoluent et c'est après peut-être des questions de dosage. Et puis, il y a effectivement des adaptations, notamment dans l'assurance, dans la couverture sociale des collaborateurs pour que quand ils sont à l'étranger, par exemple en télétravail, ils soient couverts aussi. Oui, et puis après, il y a des Mais impacts ça s'adapte. fiscaux. Il y a des startups qui existent, qui ont fait des nouvelles offres, les assureurs voilà, innovent aussi. Donc, c'est vraiment... c'est plus compliqué parce qu'il faut mobiliser plus de monde, il y a des relations sociales qui sont effectivement plus lourdes, hein, de facto, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Et l'idée, c'est peut-être d'adapter. Et une des choses qu'on a, nous, constaté dans tous les, notamment, c'était des résultats suite aux enquêtes qui ont été faites sur la mise en place du télétravail ou la révision des accords de télétravail, c'est que les enquêtes ont permis aux organisations sociales voilà, qui ont travaillé sur ces sujets d'identifier qu'il y avait des attentes qui étaient différenciées. C'est-à-dire que ce n'était pas un one size fit all, donc une seule taille suffit. Et donc, on a, dans les accords que nous, on a vus à l'issue de ça, eh bien, identifié qu'il y avait des marges de manœuvre, on va dire, de l'autonomie qui étaient au niveau des équipes. Et non pas, on va dire, un accord qui s'imposait à 100% à tout le monde. Donc, c'est effectivement un peu de lâcher prise. Alors, pour continuer sur ce sujet de la modélisation de management, qui est un vrai sujet clé du moment, et en plus, c'est une attente hyper importante. On sent les managers qui sont mal à l'aise quelque part. Et fidéliser les managers, c'est aussi leur donner, entre guillemets, un cadre de management, des pratiques de management, des principes de management qui vont les aider à s'épanouir dans ce rôle-là qui est clé. Et on sait aussi, deuxième point, que la relation avec le manager est l'une des causes. Alors, ça dépend des études, mais en gros, elle est souvent dans le tiercé des principales causes de départ des collaborateurs. Donc là, on parle de quelque chose de
très très important. Le digital, bah, c'est par exemple d'écouter les collaborateurs, et de donner ces outils aux managers pour qu'ils puissent agir non pas au niveau de la maille, grand management, grande organisation, mais au niveau de son équipe elle-même. Et donc, on a des clients qui utilisent avec Zest le concept de sécurité psychologique, qui est quelque chose qu'a étudié Google pendant presque une dizaine d'années, sur qu'est-ce qui faisait la performance en fait des équipes. De la collaboration, et ils se sont rendus compte que c'était pas la compétence des gens, c'était un certain nombre de critères qui sont quelque part sur la sécurité psychologique. C'est, par exemple, pour illustrer, c'est d'avoir un cadre clair, de savoir qu'est-ce que je dois faire, d'avoir le droit à l'erreur, etc., etc. Donc il n'y en a pas 50, hein, il y en a, mais c'est un élément intéressant à savoir. Et ça, bah, il faut, si vous voulez fidéliser, bah, il faut donner des capteurs, entre guillemets, avec un cadre qui est scientifique, hein, en l'occurrence, et qui va aider, aiguiller, stimuler le management. Deuxième élément, comme on l'évoquait, cadre clair, eh bien, c'est les objectifs. Voilà, ce perso, me motiver sur un objectif annuel, je pense que c'est waouh, c'était une espèce de marathon extraordinaire. C'est la diagonale du fou de la Réunion. Donc, vous allez me demander d'être en apnée pendant un an, alors que moi, j'ai besoin d'avoir des satisfactions, d'avoir un peu des objectifs. Et comme chacun, c'est très humain. Et donc, on conseille vraiment, et on le voit chez nos clients de plus en plus, d'utiliser, de passer un peu des objectifs SMART annuels à des objectifs OKR, donc, qui sont en fait beaucoup plus réguliers pour simplifier, beaucoup plus collaboratifs et centrés sur ce qu'on appelle les résultats, les outcomes, hein, en laissant une liberté sur le comment, voilà, beaucoup plus importante aux collaborateurs et une autonomie. Donc ça, c'est plus motivant, tu l'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'ils participent à la fixation des objectifs. Et puis, voilà, il faut mettre en scène ce coach qu'on a évoqué déjà plusieurs fois, vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez moderniser le management et que vous avez des entretiens annuels, comme seul, on va dire, rituel, formel, équipé, sur lequel vous accompagnez vos collaborateurs, voilà, vous pouvez déjà dire simplement que vous n'avez pas encore fait ça. Et donc, comment vous allez les aider, les équiper, les préparer, notamment avec le digital. Avec là, vous avez là notre rituel qu'on a fait, pour que je voulais le partager parce que on l'aime bien et il a des premiers résultats positifs. Le sujet de la carrière, qui est important pour la fidélisation, on peut pas le discuter tous les 2 ans en entretien pro obligatoire. Nous, on a décidé, alors ça fait partie de notre compétition aussi, notre positionnement, c'est de dire que ça doit faire semestriellement et on fait un étape de la carrière, on fait une projection sur la future carrière et puis on fait des plans d'action pour atteindre ensemble cette évolution. Et c'est cette discussion qui permet de traiter ce sujet que j'évoquais sur le futur, la dimension future, et de la réviser régulièrement et non pas sur un plan de carrière à 5 ans, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était moderniser le management, qui est vraiment un sujet clé qu'on partage avec Vincent. Je vous propose de finir par le dernier des domaines qu'on a évoqué, qui est l'écoute collaborateur. Oui, si on veut fidéliser les collaborateurs, puisqu'on est bien en train de parler de fidélisation, il serait bien à un moment donné de connaître leurs attentes, de connaître leurs besoins, et donc d'être encore plus à l'écoute que d'habitude, justement, de ces éléments-là, et surtout dans une période bien particulière qui est celle que nous venons de vivre depuis 18 mois, où à un moment donné, quand on voit plus ses collaborateurs et qu'on a moins d'interactions, le fait d'être capable de se poser et de pouvoir justement avoir ces feedbacks, c'est devenu vraiment, vraiment important. Donc si on reprend ces éléments-là, eh bien, il y a une croissance forte chez les top employeurs de l'utilisation des enquêtes d'engagement, plus 10 points cette année, donc on a 72% qui en ont mené une cette année. Donc on voit bien qu'il y a eu une accélération. Et puis les Pulse Survey, donc ce sont ces enquêtes flash qui sont utilisées par les entreprises, donc des enquêtes plus courtes, souvent thématiques et plus régulières. Eh bien, il y en a 2/3 aujourd'hui des top employeurs qui l'ont mis en place, c'est plus 8 points par rapport à l'année dernière. Et ces Pulse Survey, alors sans aller jusqu'à l'extrême, entre guillemets, que peut faire par exemple un Amazon, où le principe d'écoute des collaborateurs, de feedback des collaborateurs, c'est une question par jour à leurs 1 300 000 collaborateurs dans le monde, puisque c'est la réalité aujourd'hui de la taille de cette entreprise, et ils posent une question à l'ensemble des collaborateurs dans le monde. Sans aller jusque-là, une Pulse Survey, en effet, peut apporter beaucoup, avec quelques questions bien sélectionnées sur une régularité de 1 mois, 2 mois, tous les 3 mois, etc.
Ce qui est intéressant de voir justement par rapport à ces pulse surveys, c'est comment elles sont ensuite utilisées. Et encore une fois, on retrouve le côté implication des collaborateurs. Quoi de mieux pour justement fidéliser ces collaborateurs, de les rendre acteurs, et notamment acteurs pour construire les plans d'action post-enquête d'engagement ou post-pulse survey. Donc là, pareil, plus 6 points, on est à 68% de top employeurs qui le font. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la mesure. On retrouve cet élément de mesure où mettre en place des plans d'action, c'est super, mais en mesurer l'efficacité, eh bien, c'est encore mieux. Donc, au-delà d'impliquer les collaborateurs, c'est comment mesurer l'efficacité des plans d'action. Et là, on est à plus de un top employeur sur deux, et c'est plus 10 points par rapport à l'année dernière. Donc, pareil, là, des tendances et des accélérations sur ces sujets-là. Après, il y a d'autres dispositifs d'écoute qui se développent. On voit par exemple cette année que le bien-être est devenu un impératif business pour 95% des top employeurs, une très forte augmentation par rapport à l'année dernière. Et le fait d'être capable justement d'évaluer les besoins des collaborateurs en la matière est devenu clé. Et c'est devenu clé pour 64% des top employeurs. Et là, on est à plus 23 points par rapport à l'année dernière. Donc, on voit bien l'accélération ultra forte sur ce domaine-là. Et puis, encore une fois, le fait d'évaluer leurs besoins, mettre en place des plans d'action, et puis, en bout de chaîne, mesurer finalement quel impact sur leur bien-être. Et ça, on a 2 tiers des top employeurs qui mesurent justement cet impact-là, et donc qui vont chercher cette information, donc en mettant en place un dispositif d'écoute. Alors, c'est vrai que le dispositif d'écoute, on n'est pas à faire du flicage, et il faut faire attention de ne pas faire de lapsus par rapport à ça, mais on est quand même bien sur de l'écoute des collaborateurs, et c'est vraiment important. Et puis, un autre exemple qui me paraissait clé aussi, c'est à l'heure où finalement beaucoup de collaborateurs, beaucoup de salariés challenge l'utilité de la revue de performance, et bien le fait de développer de plus en plus de la mesure de satisfaction justement vis-à-vis de cet outil. Pareil, on a vu que c'était quelque chose qui progressait beaucoup. Et on a plus d'un top employeur sur deux qui a mis en place justement une mesure de la satisfaction de leurs collaborateurs. C'est plus 14 points par rapport à l'année dernière. Donc, vous voyez, on rejoint la thématique tout à l'heure de la mesure comme étant dans le mode moderniser le management. Mais on voit bien à quel point justement ça passe, cette mesure, par la mise en place de dispositifs d'écoute. Et vous verrez bien me pardonner cette expression-là. Mais c'est bien le cas. Après, un élément qui me paraît quand même important, c'est que aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, de façon générale, mais c'est encore plus vrai pour les top employeurs, impliquent leurs collaborateurs, ou en tout cas demandent des feedbacks de leurs collaborateurs sur la stratégie de l'entreprise. Et on le voit bien, là on est à 89% des top employeurs, c'est gigantissime. Je mets quand même un bémol, ou en tout cas je mets en garde sur cette pratique-là, au sens où à partir du moment où des collaborateurs sont impliqués dans la définition de la stratégie, ou en tout cas à qui on demande un feedback, ils vont se sentir tellement acteurs ça peut générer des attentes par rapport à cela, qui fait en sorte que les collaborateurs ayant eu le sentiment d'avoir contribué, vont avoir à un moment donné un besoin peut-être quelque part de partage plus important de la richesse ou de la valeur ou de la création de la valeur créée par l'entreprise, justement parce qu'ils vont se dire on a été acteur de ça. Donc attention au fait que derrière ça peut générer des attentes si on prend trop en compte, en tout cas, ces éléments des collaborateurs quant à la définition de la stratégie de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire concernant l'écoute des collaborateurs. Et quand on dit placer l'écoute des collaborateurs, encore une fois, c'est de façon très positive et pas sur des dispositifs de flicage des collaborateurs. Non, non, exactement. En fait, de toute façon, ils sont sur écoute déjà avec les indicateurs de performance business, comptable. Donc, entre guillemets, ça, c'est déjà fait. Là, on parle finalement de moi ce que j'appelle l'empathie en fait de l'organisation au niveau organisationnel. C'est cette capacité effectivement à écouter pour comprendre et pour agir. Et quand tu disais sur la stratégie, c'est tout à fait raison. Et en fait, il faut poser la question quand vous avez décidé que la réponse, vous allez en tenir compte. Voilà, et que vous êtes prêt à changer d'avis, on va dire ça comme ça, ou que vous êtes prêt à mettre les moyens. Voilà. Et c'est ce qu'on dit avec nos clients quand on prépare ces dispositifs.
Voilà. Et c'est vrai que ce que je note, et ça, bien sûr, ça nous fait plaisir, mais on y est pour rien. Ou aussi, on participe avec certains des clients qui sont top employeurs, mais c'est cette tendance, effectivement. On voit qu'il y a eu des gros écarts et on voit que le design, on n'est pas dans une approche consumériste, clientéliste pour les collaborateurs par rapport à l'expérience collaborateur, mais c'est quand même du bon sens d'écouter les collaborateurs sur comment améliorer les process de performance, etc. Donc, et le bien-être, je pense que la crise Covid est passée par là. La santé mentale est un des sujets, bien entendu, clés, et on le voit vraiment tous les jours avec nos clients. Et donc, pour faire ça, voilà, j'ai voulu illustrer d'autres cas par rapport à ce qu'on a déjà dit de chez nos clients. Les 6 premiers mois d'un collaborateur ont été étudiés comme étant le moment de stress psychologique le plus important, on va dire, moyenné. C'est-à-dire que le plus de monde est stressé parce que c'est l'inconnu, c'est le stress de vouloir bien faire, de vouloir prendre ses marques, d'être performant, etc. assez vite, plutôt 6 mois que les premières semaines. Donc, certains clients utilisent notre solution pour évidemment monitorer des cohortes, des promotions, des nouveaux arrivants. Voilà. Et donc de le suivre dans la durée. Ou de se dire tous les à J plus 3 mois et J plus 6 mois, j'ai un sondage qui est envoyé dynamiquement, automatiquement à ces populations-là. Voilà, il faut voir que il y a beaucoup de choses qui se jouent pendant ces 6 premiers mois. Et vous le savez, vous avez déjà en place donc le monitoring va être. La deuxième chose, c'est ces fameuses valeurs qu'on placarde partout sur les sites web, qu'on rappelle, qui sont structurantes pour beaucoup de discussions. Est-ce qu'elles sont comprises? Est-ce qu'elles motivent? Est-ce qu'elles sont perçues comme étant vraiment performantes dans l'entreprise? Et bien ça, c'est les réponses que posent beaucoup de nos clients. Je pense récemment à un avec qui on a parlé, le Chantel, par exemple, qui le fait et qui pose la question des valeurs. Quelles sont les plus importantes pour vous et lesquelles vous satisfont le plus dans la performance que l'on a? Parce qu'on pourrait avoir une valeur qui nous satisfait où l'entreprise est absolument pas performante, et on peut avoir des valeurs qui ne motivent pas du tout les collaborateurs. Et donc, c'est cette matrice de priorisation. Où est-ce que les valeurs ou d'autres leviers de motivation, en fonction de votre cas, vous allez pouvoir. Et ça va être des plans d'action énormes. Parce que s'il y a une insatisfaction forte sur une valeur importante, eh bien, c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler, mobiliser le management, bien entendu. Et puis, l'autre point sur l'écoute, il y a cette écoute un peu qu'on maîtrise quelque part, que l'on planifie. Et aujourd'hui, le monde change tellement vite et le ressenti des collaborateurs, la situation des collaborateurs peut changer tellement vite qu'il faut avoir un système d'alerte toujours à la disposition des collaborateurs. Il ne faut pas attendre le prochain sondage. Et donc, c'est à la demande en fonction des besoins, et notamment dans les situations de SOS ou de burn-out, de discrimination. C'est une obligation sur le harcèlement d'avoir un dispositif d'alerte anonyme. Dans Zest, eh bien, on peut partager son humeur, ça va aujourd'hui. Et puis, quand ça va vraiment, vraiment, vraiment pas, on peut aussi envoyer un SOS à une cellule centralisée. Ça peut être, par exemple, une cellule psychologique éventuellement externalisée. D'accord ? Donc, c'est vraiment important pour écouter les collaborateurs, pour traiter les bonnes situations, les anticiper, prendre des bonnes décisions sur les choses qui sont importantes pour eux et les accompagner quand ils ont ce genre de situation où ils perçoivent qu'ils sont un peu en décrochage, d'être présents. Et pour ça, il faut avoir des capteurs. Et parfois, parce qu'il peut y arriver que ce soit le manager qui soit une des éléments de la cause, que ce soit pas que via le manager que vous avez cette information. Voilà. Donc voilà, c'était ce tour d'horizon qu'on a voulu faire, qui est très riche. Je crois, on y a passé un peu plus de temps que prévu, mais on voulait vraiment vous mettre à disposition le maximum de choses. Et puis je vois que les participants, on n'a pas très peu diminué le nombre de participants, donc ça veut dire que ça semble vous avoir intéressé par rapport à ce sujet qui est clé. Vous avez, je crois, peu poser de questions, mais n'hésitez pas à le faire. On est là pour ça. Et en attendant, je ne sais pas si Vincent, si tu avais, en attendant qu'éventuellement des questions arrivent sur le chat, est-ce que si tu avais un conseil, voilà, qu'est-ce que tu garderais, qu'est-ce que tu dirais comme peut-être étant peut-être un élément clé que tu retiens toi dans les pratiques que tu as identifiées ou dans la manière de les mettre en place? Je reviens un peu par rapport au sujet en introduction, qui était de dire, on parle beaucoup du recrutement en ce moment, moins de la fidélisation.
c'est de bien garder le lien entre les deux, et on le voit avec aujourd'hui. On parle plus de talent acquisition que de recrutement et de gestion des talents, par exemple. Et c'est vrai que dans talent acquisition, de plus en plus, chez un nombre grandissant d'entreprises, on voit qu'il y a une fusion, entre guillemets, ou en tout cas, pour le moins, un rapprochement des équipes mobilité interne et recrutement. Hum, Alors que ça paraît tellement évident de se dire qu'on a un pipeline de ressources qui est commun, et pas forcément chercher à toujours les capter à l'extérieur, quelqu'un qui pourrait être déjà à l'intérieur de l'entreprise, hum, avec tous les avantages que ça peut avoir d'avoir quelqu'un qui connaît déjà une partie de l'organisation, des process, etc. Donc je pense que vouloir fidéliser et offrir une perspective justement d'évolution interne à un collaborateur, et pas se dire mais moi je l'avais dit que je voulais évoluer, etc. On allait chercher quelqu'un de l'extérieur, c'est un vrai levier de fidélisation. Et donc on le voit par ces rapprochements de plus en plus importants entre les équipes vraiment recrutement et les équipes mobilité interne, hum, qui commencent à être un grand tout talent acquisition, parce que talent acquisition, l'acquisition, elle peut se faire en interne. hum. Ouais, et puis c'est un peu aussi quoi, pour rebondir, enfin, c'est toujours d'actualité, on va dire, la cooptation, on va dire. Et je pense qu'il y a, voilà, c'est un des moyens qui a toujours été le plus efficace, qui est surtout en situation tendue. Exactement. Et donc, Et là, voilà. sur la cooptation, moi, quand je discute avec des DRH en ce moment, je sens il y a une tendance à l'envolée des primes de cooptation Hum, pour justement motiver davantage un collaborateur euh, à être capable de hum, coopter. Et ça va même plus loin, c'est qu'il y a aussi des changements comment dirais-je, de comportement par rapport à la cooptation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les entreprises mettaient en place une prime après la fin de la période d'essai, par exemple. Et puis après, on en paye une partie au collaborateur quand la personne qui l'a coopté arrive dans l'entreprise, et puis le solde au moment de la fin de la période d'essai. Aujourd'hui, la tendance, c'est de dire, ben, le collaborateur, il ne peut pas être tenu pour responsable du fait qu'on soit planté sur un recrutement, et donc on va lui payer 100% de la prime de cooptation au moment du recrutement. hum. Et pas après, parce qu'après, ça veut dire que c'est plus forcément sa faute. Et ça permet quelque part justement de le déculpabiliser sur le fait qu'il n'ose pas forcément coopter, parce qu'il se dit après on va me tenir rigueur du fait que ça ne s'est pas bien passé si la personne s'en va en période d'essai. Donc voilà, donc Et, ça c'est des pratiques qu'on peut constater aujourd'hui sur le terrain. et, euh, et là encore, enfin, c'est important de le rappeler, hein, c'est ce que vous êtes vraiment qui fera la différence. C'est-à-dire que, et pour être vraiment en interne, avoir une expérience collaborateur, un niveau d'engagement des collaborateurs, bah, il faut pouvoir le mesurer. On parlait de la cooptation. Augmenter la prime ne sert presque à rien, voire pourrait être un effet pervers si vous avez un INPS, donc une réponse où la probabilité, la propension de recommandation à un tiers de Et travailler faible. dans l'entreprise est faible. Mmh. Je veux dire, vous allez avoir soit des chasseurs de primes qui vont eux aussi démissionner très vite pour pas. Donc, et en fait, pour moi, quand on augmente le montant, ça veut dire qu'on n'a pas fait le boulot en interne. Et c'est un bon indicateur. Quand il y a une inflation de la prime, ça veut dire qu'on est sur des solutions faciles, tactiques, entre guillemets, multiplier par deux la prime, c'est facile. Changer le degré d'engagement des collaborateurs et le INPS, c'est plus long. Et c'est pour ça qu'il faut le faire dans la durée. Il faut Mmh. le faire pour être prêt quand il y a une situation de crise. Sinon, vous mettez au pot, vous allez avoir un turnover très important, vous allez avoir des primes, le taux d'efficacité ne sera pas important. Mmh. C'est finalement cette performance de l'entreprise humaine qu'il faut et qui doit se préparer à l'avance. Et c'est un formidable chantier et c'est une vraie conversation dans la durée avec les comités de direction Mmh. qu'il faut faire. Et de plus en plus d'entreprises ont le INPS comme indicateur de comité de direction. Et ils ne le mesurent pas que dans les situations de crise ou comme actuellement. Et alors moi, mon retour, il est plus peut-être sur la manière d'avancer. Si vous vous disiez, bah, ok, comment j'avance? Alors bien sûr, c'est une très bonne idée vous l'avez vu, d'utiliser Zest, puisque ça coche beaucoup de cases. Alors, de ce que je vous ai présenté, bien sûr, mais aussi des bonnes pratiques qui ont été identifiées sur les top employers. Euh, mais aussi sérieusement et peut-être de manière moins intéressée, c'est que vous impliquiez vos managers. Il faut vraiment que dans votre démarche,
vous ayez une espèce d'attention particulière pour fidéliser les talents, pour qu'ils soient des acteurs de cette fidélisation et que vous faites quelque part des choses pour et avec eux. On a vu qu'ils étaient en filigrane à plein de rendez-vous. Comment ils font leurs entretiens, comment ils fixent les objectifs, comment ils écoutent les signaux faibles, et comment ils font de la pédagogie sur la stratégie, etc. Ils sont au carrefour des choses. Et donc, il faut vraiment, quelque part, designer des choses pour eux et avec eux. Et ça, c'est vraiment la recommandation que je ferai la plus simple possible. C'est si vous n'avez pas en 2022 quelques initiatives où il y a des managers qui vous aident à co-designer quelque part les initiatives qui vont avoir un impact sur l'affiliation, réinventer les entretiens, par exemple, de gestion de la performance ou autre chose, eh bien, à danger. Voilà. Et plutôt des managers terrain, bien entendu. Voilà, j'espère que que cet échange, voilà, je vois qu'il y a encore pas mal de monde connecté, donc c'est super. Que ceux qui nous ont rejoints en replay ont apprécié aussi cet échange. Je regarde s'il y a des nouvelles questions. N'hésitez pas, hein, on peut. Tu as posé. On a plutôt une audience aujourd'hui qui pose peu de questions, mais ça veut dire peut-être qu'on a apporté des réponses. Hein, on va être positif et optimiste. Voilà, si ça vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à le dire ici ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, voilà, c'est par rapport au post. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit Vincent, soit moi, David Diocho, pour éventuellement échanger avec nous. On est sur LinkedIn aussi, voilà, pour faire simple. Et n'hésitez pas à bien entendu travailler sur ce sujet qui est à la fois difficile, hyper important, mais je vous assure qu'il est passionnant. Merci Vincent beaucoup. Merci David pour ton invitation. Vincent pour ton intervention et puis pour avoir partagé des chiffres qui sont quand même extraordinaires puisqu'ils concernent des dizaines d'entreprises qui ont vraiment ça en tête et je pense que c'est une très bonne source d'inspiration pour tous. J'espère à bientôt j'espère aussi. Rendons épanouissantes et performantes nos organisations ensemble. Exactement, merci, exactement. Merci pour cet échange et merci à l'audience pour en tout cas le fait d'être resté très assidu. À très bientôt. Très bonne note d'assiduité, comme on pourrait dire. Participation peut faire mieux, mais alors assiduité extraordinaire. Merci pour ça. Et j'espère à bientôt pour des échanges plus personnalisés. Au revoir. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt.